Re. Cause I'm back from the dead. Everlast coming back from the dead. Back from the dead. You know I'm back from the dead. Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Bon, alors j'étais pas censé en refaire un, surtout après 2 ans et demi d'absence. Mais bon, quitte à être enfermé et d'avoir rien d'autre à foutre, bah autant faire quelque chose d'intelligent. D'ailleurs, je vous cache pas que ça me fait déjà un petit peu chier d'être là. D'ailleurs, on va virer cette merde. Là, hop. Alors je vais faire un bref résumé du film, comme d'habitude, donc ça va un petit peu spoiler, mais je vous conseille quand même vivement de le regarder avant, histoire de bien capter de quoi on va parler. Bref, résumé, ça va être bien. Bon, le déroulement de Diary of the Dead est somme toute assez classique pour un film du genre. Le setup est simple. Le film commence au premier jour de la pandémie et on découvre à travers les images d'une équipe de journalistes le début de l'infection. On peut y voir les cadavres d'une famille portoricaine décédée d'un mal inconnu se relever et attaquer les infirmiers et les reporters. C'est pas possible, c'est du délire! Suite à ça, on se retrouve derrière la caméra d'un petit groupe d'étudiants qui tournent leur film de fin d'année accompagnés de leur professeur alcoolique. 5 points pour chacun de vous. Ça, je m'y engage. Le tournage est interrompu lorsqu'ils apprennent via internet qu'une probable épidémie est en train de se propager et de remuer tout le pays. Les infos, c'est toujours des conneries. Tout ce petit monde embarque alors dans un camping-car et traverse une partie du pays pour retrouver leur famille. Ou simplement trouver un refuge, tout ça sous la caméra de Jason, le réalisateur, qui se découvre une vocation de reporter et décide de documenter absolument tout ce qu'il se passe. Dis-moi ton nom. Jason, si tu connais pas encore mon nom, alors vire tes fringues de mon placard, sois gentil. Si vous comprenez, il a envie de montrer la vérité au monde entier. Pose ta caméra à la con et aide-moi! Jason est d'ailleurs le petit copain de Debra, maquilleuse sur le film, mais il passe l'intégralité du métrage à se disputer. Jason n'hésitant pas à la négliger et à mettre toute l'équipe du film en danger pour son sacro-saint documentaire. Non, je partirai pas sans ma caméra. La caméra, c'est tout ce qui compte. Au cours de leur road trip, ils croiseront toute une galerie de personnages comme le veut la tradition, de la micro-communauté afro qui a su se servir de l'épidémie à son avantage, en passant par le groupe militaire corrompu qui pille leurs provisions, Éteins ta putain de caméra. ou simplement le vieil amiche sourd-muet bien déter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Oh la vache! Bref, on connaît les péripéties de ce type de film, on avance, un membre du groupe meurt, on avance, etc. Et ce jusqu'à la fin du film, où il ne reste plus que le professeur, un type dont j'ai oublié le nom, et Debra, qui a décidé de continuer le travail commencé par Jason, décédé en faisant ce qu'il aime. De la grosse merde. Donc le film qu'on regarde, eh bien c'est le documentaire de Jason et Debra, avec des ajouts de musique pour la tension dramatique et une voix off. En conclusion, le film nous montre nos 3 amis s'enfermant dans une panic room pour une durée indéterminée, et ça se termine sur une vidéo YouTube d'un groupe de redneck qui s'amuse à maltraiter une mort-vivante, accompagné d'un commentaire cinglant. Est-ce qu'on mérite d'être sauvé? À vous de me le dire. Bon, résumé de cette manière, je vous l'accorde, c'est pas dingo. Les acteurs sont inconnus, l'aspect documentaire fait très artificiel et apporte en plus une couche de kitsch vraiment dispensable. Mais bon, on reviendra sur les défauts du film par la suite, et on va d'abord commencer par le remettre dans son contexte. Diary of the Dead est donc le 15e film de Romero, et 5e film de la saga des morts vivants, composé de Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead et Survival of the Dead. Bon, on présente plus Romero, père du film de zombies moderne, il a posé la plupart des bases du genre, en s'émancipant des origines vaudou du zombie, pour en faire une force de la nature, ou simplement une évolution logique de notre espèce, mais on y reviendra plus tard. Diary of the Dead arrive donc seulement 2 ans après Land of the Dead, qui marquait le grand retour de Romero sur un film de zombies, la saga étant restée en sommeil pendant près de 20 ans. A noter que Land of the Dead marquait un tournant dans la carrière du cinéaste, car c'est le premier film de la saga des zombies financé par une major, à hauteur de 15 millions de dollars, soit le plus gros budget jamais alloué à son auteur. Ce qui est assez ironique, c'est que Land of the Dead ne devait pas être un film de zombies, mais voyant sa popularité remonter grâce au remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder et grâce à 28 jours plus tard de Danny Boyle qui reprenait une partie de la trame de Day of the Dead, Romero fait le choix de réécrire un de ses anciens scripts et saisit par la même occasion l'opportunité de faire un film avec un budget confortable dans un climat post-11 septembre. Rien d'étonnant donc à ce que 2 ans plus tard, Romero revienne à un budget beaucoup plus modeste de 2 millions de dollars afin de renouer avec le système indépendant. Et en soi, c'est quoi le style le plus pertinent quand on n'a pas de thunes? Eh bien, c'est le found footage. Alors Romero dit lui-même qu'il avait pour projet de faire un film found footage depuis un petit moment déjà, mais le faire en sortant d'un contrat avec Universal lui permettait de revenir rapidement à un cinéma un peu plus radical, aussi bien au niveau de la violence que du discours politique. Mais malheureusement, le film n'a pas vraiment fait un carton lors de sa sortie en salle. Bon, rien de catastrophique. Pour un budget de 2 millions de dollars, le film en a rapporté 5, ce qui en fait tout de même une réussite commerciale. Mais bon, si on le compare à ses concurrents de l'époque, bah c'est assez peu.
Si aujourd'hui le found footage est devenu un genre à part entière, au début des années 2000, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent depuis le projet Blair Witch. Alors quelques cinéastes se sont laissés aller à des expérimentations techniques en DV, comme Lynch sur Inland Empire ou encore Boyle sur 28 jours plus tard, mais rien qu'on puisse définir de véritable found footage, avec une justification diégétique du procédé de captation. Et c'est probablement une coïncidence cosmique, mais ce qui s'est passé en 2008 est quand même assez étonnant. En l'espace de quelques mois, l'année 2008 aura eu le droit à 4 found footage, dont 2 succès commerciaux majeurs qui ont laissé leur empreinte sur toute la production horrifique post-2010. Tout d'abord Cloverfield de Matt Reeves le 8 février, puis Redacted de Brian De Palma le 20 février, vient ensuite Rec de Raume Balaguerro et Paco Plaza le 23 avril, et enfin Diary of the Dead le 25 juin. Alors ça c'est juste les dates de sortie françaises, hein. Mais autant dire que pour Diary of the Dead, eh bien l'effet de surprise sur lequel comptait Romero était un petit peu éventé. Effectivement, pas évident de tenir la distance face au mastodonte Cloverfield, qui sous ses apparences de petite production bénéficiait d'un budget de 25 millions de dollars, ainsi que d'une campagne de communication hors norme. De même, Rec, qui bénéficiait d'un budget de 2 millions de dollars équivalent à celui de Diary of the Dead, avait fait beaucoup de bruit avant sa sortie grâce à une campagne virale bien calibrée à base de réactions de spectateurs, un stratagème qui fut ensuite usé jusqu'à la corne par des productions comme Paranormal Activity. Et je pense que le plus gros défaut de Diary of the Dead, eh bien, c'est d'être sorti après Rec et Cloverfield. Les deux films ont pour point commun d'avoir choisi une approche du found footage que je qualifierais de roller coaster. Dans les deux métrages, il n'y a qu'une seule caméra, celle du personnage principal, et le spectateur suit l'aventure au travers de cette dernière, constamment au cœur de l'action. L'immersion est donc le leitmotiv de Rec et Cloverfield, et si d'un point de vue purement esthétique ils ont grandement contribué à renouveler les codes du found footage, je trouve personnellement que les deux métrages manquent un peu de substance si on met de côté leur direction artistique très réussie. Alors pour être honnête, j'ai découvert Diary of the Dead en avant-première 6 mois avant sa sortie officielle, et donc avant Rec et Cloverfield. Par conséquent, il m'a un petit peu plus marqué. Mais je pense que c'est avant tout parce qu'il a un truc en plus par rapport à ces deux films. Un discours politique. On a beaucoup reproché au film son aspect kitsch. Alors effectivement, la photo est faiblarde, le jeu des acteurs aléatoire, et la caractérisation des personnages un peu archétypale. Et c'est vrai que quand je vois un personnage comme le professeur de cinéma vétéran et alcoolique, eh ben on n'est pas très loin d'un film de Robert Rodriguez. Il serait pas étonnant d'ailleurs que Romero ait puisé un peu d'inspiration du côté de la BD Walking Dead à l'époque, tant certains personnages ont l'air d'en être issus. D'ailleurs, alors que Rec et Cloverfield sont deux œuvres plutôt premier degré, eh bien Diary of the Dead joue à plusieurs reprises la carte de l'humour. En effet, entre le personnage d'Amish sourd-muet, le grotesque de certaines situations, et pas mal de blagues méta disséminées un peu partout, Romero nous montre une autre facette de son cinéma. Par exemple, au début du film, sur le plateau de tournage, un des personnages se moque des clichés des films d'horreur. Les morts, ça bouge pas si vite. T'es un cadavre, bordel. Tout ce que tu dois faire, c'est attraper sa robe. Pour montrer mes seins, c'est ça? Eh bien on retrouve la même situation cette fois-ci avec un vrai zombie un peu plus tard dans le film. Tu l'as eu ça, Jason? J'espère que t'es content, salopard! Personnellement, voir l'auteur à l'origine de la majorité des codes du genre s'en moquer ouvertement, je trouve ça plutôt bon enfant, et ça colle bien avec son discours plutôt cynique. Au final, le cinéma de Romero avec Diary of the Dead devient réflexif, et questionne les limites de sa propre condition de film d'horreur. Bon, par contre, c'est sûr que pour l'immersion, c'est un peu raté. D'ailleurs, une des autres caractéristiques qui différencie grandement Diary of the Dead de ses concurrents, mais qui lui a été en partie reprochée, c'est son refus d'abandonner le langage cinématographique. Je m'explique. Rec et Cloverfield sont jusqu'au boutistes dans leur traitement, ils privilégient l'immersion et n'utilisent qu'un seul point de vue. Une seule caméra, c'est d'ailleurs ce qui me poussait à les qualifier de roller coaster un peu plus tôt. Dans ces conditions, la grammaire cinématographique doit être réinventée, et des stratagèmes doivent être trouvés afin de justifier toute coupe et tout raccord. En gros, tout ce qui concerne le langage filmique doit être expliqué diégétiquement. Ainsi, une coupe survient parce qu'un personnage fait tomber sa caméra, parce qu'il est forcé de l'éteindre, ou parce qu'il n'a plus de batterie. Dans Diary of the Dead, en revanche, une deuxième caméra est très vite introduite dans le récit, et Romero les utilise afin de faire des champs contre champs et topographier l'espace sans tomber dans les travers de la shaky cam. Bref, cette deuxième caméra permet au cinéaste de continuer à faire de la mise en scène sans se retrouver piégé par son concept. De plus, l'ajout d'un deuxième point de vue est en accord avec la critique que Romero distille dans son film. Mais bon, ça, on le verra plus tard. Ce choix, malheureusement, rend le film un peu artificiel et moins réaliste, car il ne répond pas aux attentes d'un spectateur avide de sensations. Les cadrages de Diary of the Dead sont bien trop travaillés pour être spontanés, et on verra souvent à l'écran des amorces, des champs contre champs, ou d'autres figures de style filmique un peu trop élaborées pour une situation de crise. Mais Romero prend quand même la peine de le justifier diégétiquement.
Les personnages étant des étudiants en cinéma, leur capacité à filmer l'action de manière aussi limpide paraît un peu moins incohérente. Certaines scènes deviennent même comiques tellement Romero semble attaché à la cohérence narrative de ses cadres, comme par exemple lorsque Jason, qui est littéralement en train de crever sur le sol, prend la peine de filmer le contre-champ. Cependant, cette approche n'est pas si éloignée des références du found footage, Cannibal Holocaust et Projet Blair Witch, qui eux aussi faisaient le choix d'utiliser plusieurs caméras. Mais comme je le mentionnais avant, la force de Day of the Dead ne se trouve pas forcément dans sa mise en scène, que je trouve tout à fait correcte, mais dans sa critique sociétale. Et avant de commencer là-dessus, on va faire un rapide retour sur la saga des morts-vivants. Bon, je vous apprendrai rien, le zombie chez Romero a toujours été un véhicule permettant au cinéaste d'exprimer ses opinions politiques, et chacun de ses films s'attaque à un travers différent de notre société. D'ailleurs, à la base, Romero voulait faire un film de la saga des morts-vivants par décennie. Malheureusement, après Day of the Dead, ça a été de plus en plus compliqué de faire financer ces films, et ça explique la pause de 20 ans entre ce dernier et Land of the Dead. Night of the Living Dead, le premier opus de la saga, révélait de manière métaphorique l'explosion de la cellule familiale, ainsi que le racisme rampant de la société américaine. Dawn of the Dead s'attaquait en plein boom économique à la société de consommation, faisant une analogie entre zombies et consommateurs. Day of the Dead critiquait le militarisme en mettant des scientifiques en proie avec un groupe militaire armé qui va petit à petit imposer sa volonté par la force. Land of the Dead, pour finir, s'attaquait directement au capitalisme et à la disparition de la classe moyenne, et mettait en scène Dennis Hopper en tant que gouverneur autoproclamé de Pittsburgh qui s'obstinait à maintenir les pauvres dans la basse ville pour que les riches puissent jouir d'une vie normale dans sa tour. Un peu comme dans Gun ou dans FF7 au final. Mais si chaque film s'attaque à une problématique différente, ils dénoncent tous la même chose, l'incapacité de notre société à vaincre l'individualisme. Le zombie fait alors figure de groupe social soudé et émergent qui semble apparaître pour rétablir un ordre naturel face aux dérives de l'humanité. C'est pour cette raison que les personnes racisées ont un rôle primordial dans l'œuvre de Romero. En tant que symbole de l'oppression, ils sont souvent les personnages les plus pragmatiques et les plus humains. Ils peuvent même être à l'origine de révolutions ou de nouvelles sociétés plus égalitaires, comme le groupe d'Afro-Américains de Day of the Dead. Même s'ils restent un groupe armé, ils ne pillent pas les étudiants, et veulent simplement empêcher les dérives que peuvent engendrer la pandémie en gardant le contrôle de la ville. Mais vous alors, pourquoi vous êtes resté là? Parce qu'on a le pouvoir. Pour la première fois dans nos vies, on a le pouvoir. Et au final, il se révèle plus démocratique et bienveillant que le groupe militaire croisé plus tard par exemple. D'ailleurs, et on pourra faire le parallèle avec l'époque actuelle, ce sont souvent les personnes racisées et les pauvres les premières victimes des pandémies et de la politique des pouvoirs en place. Victimes de la promiscuité et du manque de ressources, les premiers touchés dans Day of the Dead sont issus d'une famille portoricaine. Bah oui, les seuls qui sont en sécurité sont ceux qui ont les moyens financiers de l'être. D'ailleurs, le racisme de certains protagonistes est toujours mis en exergue chez Romero, que ce soit la milice qui abat Dwayne Jones dans Night of the Living Dead, les flics de zombies, ou encore les militaires de Day of the Dead. Le racisme est l'un des moteurs de la fragmentation de notre société, et on peut voir l'émergence des zombies comme une réponse quasi divine aux dérives de l'être humain, qui en période de crise se réfugie dans l'individualisme et la bestialité. Finalement, le fil rouge de l'œuvre de Romero, eh bien c'est le fatalisme qui se dégage de chacun de ses films. Pendant plus de 40 ans, Romero a affiné sa vision de la société en réactualisant sa copie à chaque nouveau film. Le constat est sans appel, l'homme est incapable de changer, et quoi qu'il se passe, il répétera constamment les mêmes schémas et opprimera dès qu'il le peut les plus faibles de sa propre espèce. Il paraît donc normal qu'il finira par périr des conséquences de ce qu'il a lui-même engendré. Chez Romero, les humains sont souvent plus dangereux que les zombies. Super, mais Day of the Dead dans tout ça. J'ai volontairement mis Day of the Dead de côté, tout simplement parce qu'il a une place un peu particulière dans l'œuvre de Romero, et c'est une des raisons qui me fait l'apprécier d'ailleurs. Il est une sorte de reboot de la série, puisqu'il se passe au tout début de la pandémie, comme Night of the Living Dead, mais dans une époque contemporaine. Par conséquent, il renouvelle quelque peu son discours par rapport à ses prédécesseurs, et s'attarde finalement beaucoup moins sur les zombies que sur les humains. Et ça, c'est une petite révolution chez Romero. Exit les zombies qui pensent, on revient à une menace informe, guidée par l'instinct. Mais en décidant de revisiter un de ses anciens films quelques décennies plus tard, eh bien Romero fait écho à un autre cinéaste dont on a parlé un peu plus tôt. Je vois dans Day of the Dead un film miroir de Redacted, la bobine de De Palma sortie quelques mois plus tôt, avec lequel il partage beaucoup de choses. Redacted raconte l'histoire d'une faction de l'armée américaine en poste en Irak, qui va kidnapper puis violer une fillette irakienne. Une histoire grandement similaire à un autre film de Brian De Palma, Outrage, sorti en 1989, dans lequel, au cours de la guerre du Vietnam, des soldats américains faisaient subir le même sort à une jeune villageoise.
Que ce soit chez Romero ou De Palma, ce n'est que le processus filmique qui change, mais le fond, lui, reste le même. Il est d'ailleurs amusant de voir que les deux cinéastes ont choisi le même procédé, le found footage, afin de re-raconter cette histoire. Et je trouve les deux films plutôt pertinents dans leur critique de l'information et des médias. Au final, les deux films partagent une esthétique assez patchwork, où les sources sont multiples et composées de pages internet, de vidéos issues de YouTube et de journaux télévisés. Petite parenthèse, mais je tiens à souligner le travail de Back Video sur le DVD Diary of the Dead, qui s'est amusé à grimer le menu en fausse page internet. C'est tout con, mais c'est complètement dans le ton du film. Alors bien sûr, chez un formaliste comme Brian De Palma, cette esthétique pour le moins hétérogène peut choquer, mais je pense qu'il y a une volonté chez lui, comme chez Romero, de faire un film à l'image de son époque. Très vilain. Ce choix vise avant tout à montrer la multiplicité des sources à notre disposition aujourd'hui pour s'informer. Mais si chez De Palma il est un moyen de montrer des événements qui nous seraient sciemment cachés par le gouvernement, le regard de Romero est plus cynique. Il nous montre que si la multiplication des sources permet en théorie de se rapprocher de la vérité, la subjectivité de chacune d'elles finit par brouiller la réalité et nous perd dans un océan d'informations où le vrai et le faux deviennent indiscernables. Plus il y a de voix, plus il y a de versions. La vérité devient d'autant plus difficile à trouver. En fin de compte, tout ça n'est que du bruit. Ironie du sort, Redacted a fini par provoquer exactement ce qu'il dénonce. Le 2 mars 2011, un terroriste tue 2 militaires américains à l'aéroport de Francfort. L'homme dit avoir agi de la sorte en représailles à une vidéo YouTube montrant des militaires en train de violer une jeune irakienne. Le réalisme de la scène de viol de Redacted, qui plus est isolé de son contexte, a provoqué la confusion, rendant impossible pour un viewer lambda de sourcer la vidéo. Et c'est exactement ce que dénonce Diary of the Dead. Pour Romero, l'information est un instrument de pouvoir et d'asservissement comme un autre, mais qui a l'avantage de demander moins de ressources que la force pour exercer un contrôle sur la population. Prenez ça. C'est trop facile de s'en servir. Tenez, prenez ça. C'est trop facile de s'en servir. On peut d'ailleurs le voir dans la scène du JT, qui reprend la première scène du film, mais remontée et agencée par le gouvernement afin d'accomplir sa mission de désinformation. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Entretenir la xénophobie a toujours été un outil de manipulation de masse assez puissant. Je vous épargne les exemples, il suffit d'allumer la télé. Je crois que c'est ça qui a causé la panique. Le fait de ne pas savoir la vérité. Et justement, c'est ce que j'apprécie dans Diary of the Dead. Il se révèle extrêmement didactique quand il s'agit de montrer le pouvoir des médias. Lors d'une scène, on peut voir Jason et Debra en train de se disputer. Je vous la laisse en entier. Jay, écoute-moi. Je veux rentrer chez moi, voir ma famille, c'est clair. Tout le monde ici essaye de trouver sa famille. Et toi, tu fais encore mumuse avec ton putain d'ordi. Disons qu'il n'y avait que moi qui parlais. 72 000 clics. Et ça vient du monde entier. Personne d'autre ne leur a dit la vérité. Ce qu'on raconte aux infos, c'est que des mensonges. 72 000 clics en 8 minutes, c'est incroyable. Félicitations, tu es célèbre. Mais c'est pas le but du jeu. Ok, qu'est-ce que nous montre cette scène ? Tous les arguments de Debra sont coupés. On le voit puisqu'à la fin de chaque phrase de Jason, on a un jump cut et un petit feedback sonore. La scène finit par Debra disant « Tu fais toujours de bonnes démonstrations. » Bah oui, la personne qui monte a toujours raison, car c'est elle qui organise les fragments de réalité comme elle le souhaite. La réalité est toujours malléable, et cette vision pessimiste et sans concession ne dénote pas du discours habituel de Romero. Mais le film est encore plus fucked up que ça, et comme d'habitude, il possède un degré de lecture supplémentaire. Si on suit le déroulement du récit, on a donc Jason qui décide de faire son documentaire, puis il décède et Debra fait le choix de continuer son œuvre. Pendant une grande partie du film, on assiste donc aux événements à travers les yeux de Jason, à peu près jusqu'aux 10 dernières minutes où Debra prend le relais. Cependant, c'est elle qui décide d'ajouter une voix off et de la musique. Par conséquent, c'est elle qui fait le choix de fictionnaliser le récit, et finalement ce n'est plus du tout la vision de Jason, mais bien la sienne, ou pire, l'image qu'elle se fait de la vision de Jason. On peut même imaginer que la représentation de Jason depuis le début est complètement orientée par Debra. Après tout, c'est elle qui monte la scène de dispute qu'on vient de voir, et qui sciemment coupe ses propres arguments afin que le spectateur considère que Jason est un manipulateur. Ah les femmes. D'ailleurs, l'utilisation de vidéos téléchargées d'internet à plusieurs reprises dans le film m'a grandement fait penser aux spots publicitaires de propagande que l'on peut voir dans Robocop ou Starship Troopers de Paul Verhoeven. Finalement, sans même s'en rendre compte, le spectateur suit depuis le début un film qui utilise les mêmes armes que la propagande qu'il dénonce. Et c'est ce qui rend à mon sens Diary of the Dead génial, l'objectivité n'existe pas. En conclusion, la multiplication des sources ne nous sauvera pas, car elle contribue à noyer la vérité sous une multitude de discours individuels. Même au travers de la communication, l'humain est incapable de retrouver une unité sociale, et c'est ce qui le conduira à sa perte. Et c'est pas un hasard si Romero traite l'information comme un virus.
On parle de viralité des vidéos, de nombre de clics par minute, comme s'il s'agissait d'une infection. Et les personnages qui finissent par toucher une caméra deviennent comme possédés par cette dernière, filmant tout coûte que coûte, même si leur vie est mise en jeu. Alors, Tony, tu filmes? Jason avait raison, t'as pas pu résister. Finalement, peut-être que c'est nous le véritable virus. Je crois que c'est le moment de partir. Bref, c'était la dernière degré, du coup je vous dis à jamais, et surtout on n'oublie pas la morale de cet épisode. L'humanité est foutue, toute tentative de la sauver est vaine, puisque malgré les crises nous répétons inlassablement les mêmes schémas. Seule solution, Firestorm. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers.